Qui êtes-vous? Je suis Sheena. Sheena, reine de la jungle, est un personnage de fiction qui sera créé pour surfer sur celui de Tarzan bien sûr, créé par Will Eisner et Jerry Iger, célèbre duo qui vont nous donner le formidable héros The Spirit. C'est en 1937 que Sheena apparaît pour la première fois dans le magazine britannique Pulp Wags. L'année d'après, le perso est repris par un autre duo et voici partie notre Sheena pour se mêler à d'autres héroïnes du même style, les Jungle Girls. Plusieurs maisons d'édition vont bien sûr, au travers des ans, reprendre la série, dont Marvel, et le personnage sera adapté dans 2 séries télévisées et ici un film où l'histoire reprend toujours à peu près le même thème. Ses parents meurent en Afrique durant un safari, orpheline, elle est recueillie et élevée par une sorcière africaine, adulte, elle est capable de communiquer avec les animaux, elle se défend contre les dangers de ces étendues sauvages et protège la jungle des attaques des hommes. La première série adaptée de 1955 à 1956 pour 26 épisodes avec Irish McCalla en héroïne. Puis le film de John Guillermin avec Tanya Roberts, dont nous allons malheureusement parler ici, et de 2000 à 2002, une nouvelle série avec Jenna Lee Olin pour 35 épisodes, qui ne fera rêver personne. Même les Ramones s'en inspireront pour la chanson Sheena is a Punk Rocker. Sheena arrive donc sur les écrans en 1985 avec à la réalisation le vétéran et plutôt invalide cinématographiquement John Guillermin qui 2 ans plus tard va nous gratifier d'un King Kong 2 vraiment embarrassant. Une femme forte dont les hommes sont soit des méchants, soit un fiancé incapable tombant dans tous les pièges possibles, il est l'homme en détresse. Il faudra 9 ans à Paul Arato pour produire le film qui ressemble parfois à une production de Laurentiis à cause d'un réalisateur à la ramasse et un rythme digne d'une samba dans une maison de retraite. Et pourtant, Guillermin a eu pas mal de talent en son temps puisqu'il nous donnera Les Canons de Batasie, Le Crépuscule des Aigles, Le Pont de Remagen et La Tour Infernale bien sûr, le King Kong de 76 ou Mort sur le Nil de sympathique facture. Il bénéficiera du Razzie du pire réalisateur pour Sheena ici. Monter un film comme Sheena n'est pas aisé, il faudra 19 millions de dollars qui monteront à 25 aux producteurs pour y arriver avec un retour sur bénéfice nul, voire négatif, puisque le film n'engrangera que 6 millions de dollars et un peu plus de 200 000 entrées en France. Mais Arato en rêvait de son film hollywoodien, il en rêvait tellement qu'il détenait les droits et passera par 4 studios avant de trop perdre ici. Alors il en a les droits, mais sans avoir jamais lu une seule de ses aventures, pourtant 186 au total, il n'a pas pris le temps d'en lire une, il s'en fout d'ailleurs, il rêve juste d'un film d'aventure et d'action sans en connaître les enjeux et les personnages, ce qui n'est jamais très bon. De plus, il pense faire une série de 6 films, homme de peu de foi, et c'est en rencontrant les studios qu'il va se rendre compte qu'en fait il ne détient rien du tout. La chasse aux droits est donc alors ouverte, et cette fois il réussira son coup, beaucoup de bruit pour rien. Abattez-la sans sommation, colonel Jorgensen. Tais-toi, MLF, ça ne marche pas ici. Les ordres, c'est moi qui les donne. Universal est intéressé, il veut Raquel Welch pour le rôle, avec un scénar plus axé sur le fantastique. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Puis le studio annule tout sans explication. À force de se gratter le cul, le projet pue des doigts et le temps est serré. C'est la Columbia qui finalement validera le film sans histoire, mais avec un poster qui suffira à les convaincre. Bravo les gars. Il est évident que le scénario des 2 hommes qui sont engagés ne va pas aider, ce qui est dommage puisque le premier, David Newman, avait quand même écrit Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, Le Reptile de Joseph L. Mankiewicz, et va travailler sur les 3 premiers Superman de Richard Donner puis de Richard Lester, mais qui ne donnera finalement que l'impulsion à l'histoire. Tu vas voir se pointer une paire de roploplo. Roploplo? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire nichon. Ceux de Zanda, la petite amie du roi, ils en valent la peine. Lorenzo Semple Jr., qui avait travaillé sur la série Batman de 66, Le Papillon de Franklin J. Schaffner, aidé par Donald Trumbo, ça pas rien, La Toile d'araignée de Stuart Rosenberg, Les 3 jours du Condor de Sidney Pollack, Le King Kong de Guillermin, Le Flash Gordon et ses vers perforants de Mike Hodge ou Jamais plus jamais d'Irving Keschner.
C'est Sample Junior qui va en faire une héroïne des temps modernes, et le réalisateur John Guillermin deviendra un casse-burne de première pour Arato, refusant toutes ses idées, restant sur ses opinions bien arrêtées, ce qui parfois peut être préjudiciable au film. La preuve, Aux champions des buteurs. la Columbia va donc démettre Arato en producteur exécutif, le placard en quelque sorte, et confier le rôle de producteur délégué à Yoram Ben-Ami, producteur d'œil pour œil avec David Carradine et bien sûr Chuck Norris. Arato n'ira même pas voir le tournage, désabusé et laissant faire les choses. Son intention de départ était bonne, certes, sa volonté peut-être moins. Bon, le film sera d'une grande mollesse et le cheval de l'héroïne peint en zèbre ne fera pas illusion longtemps malgré la belle photographie de Pasqualino De Santis quand les plans ne sont pas flous ou les ralentis dégueulasses. Je sais très bien qu'on n'a pas plus de chance de tomber sur elle que sur un McDonald's, mais Fletch, on l'a vu tous les deux, et tant qu'il me reste de l'espoir... Parce qu'il faut le dire, il n'y a aucune idée de mise en scène dans le film et c'est plus mou qu'une Andy Valo avec des dialogues ineptes, bravo à vous. Les méchants, en gros, un frère veut tuer l'autre, qui est roi avec sa maîtresse en complice vicieuse, de la nudité complètement gratuite et une histoire mal jouée et maltraitée, une réussite en son genre ou un ascenseur pour vous faire tomber sur des mercenaires très méchants comme ça, voilà, ça pop, on n'en a rien à foutre. On s'est trompé d'étage. Oui. Excusez, hein. Les scènes d'action avec la musique des chariots de feu valent leur pesant de mollesse et restent à ce jour hilarantes. Merde, même celle de King Kong 2 avait au moins la musique de John Scott. Et je vous conseille bien sûr la destruction d'hélicoptères par des flamants roses, ça vaut son pesant d'or. Mais pas le prix d'une place, bordel de merde. Non, non, je vous jure, une attaque de flamants roses qui dure bien 2 minutes à l'extérieur, comme à l'intérieur. Et une pauvre maquette molle qui explose. Et je ne vous parle même pas du final exaltant. Ce qu'il y a bien avec Sheena, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de perte de temps sur les acteurs. Qui donc pouvait interpréter la Sheena, qui pouvait avoir la beauté et la capacité de jouer cette héroïne. Plusieurs noms vont circuler, en commençant bien sûr par Bo Derek, toujours prompte à se dénuder, puis Sandal Bergman, la belle Valéria du Conan de John Milius, Cheryl Ladd, drôle de dame, remplaçant Farrah Fawcett, un temps envisagé dans la saison 2 en jouant sa sœur, ou Sibyl Danning aux protubérances dignes du rôle. Reviendras-tu, Vic Casey? Oui. Mais ce sera la jeune Tanya Roberts, une drôle de dame elle aussi dans la dernière saison, puis se battant auprès de Darl Invincible dans le film de Don Coscarelli, suivi du Choix des Seigneurs de Giacomo Battiato, contre Brut et Prince Charmant, et après son périple dans la jungle va tomber dans les bras de 007 Roger Moore dans le Dangereusement Vôtre de John Glenn. En très belle forme physique ici, elle chevauche le zèbre, elle a les pouvoirs de l'héroïne, mais aussi très naïve et innocente, au point de tomber dans les bras du premier journaliste couillon venu. Elle vit heureusement de nos jours, en 1984, et celle qui l'a élevée n'a pas oublié de lui révéler quelques trucs que Tarzan, lui, devra découvrir. L'actrice va s'entraîner pendant 9 mois et a signé pour une suite qui ne viendra jamais, vu le bide absolu du film, et va réaliser la plupart de ses cascades elle-même, se blessant même parfois. Elle va se dénuder pour les plus érotomanes d'entre nous, et pas qu'une fois, mais sans grande inspiration, ce qui ne veut rien dire après coup, et n'apporte jamais rien au personnage, si ce n'est, montrer ses fesses et ses seins, qui craque pour un teubé qui lui chuchote 2-3 saloperies dans l'oreille. Elle ne montrera pas malheureusement grand-chose de son jeu d'actrice non plus, bien au contraire, il faut le dire, elle joue assez mal ici, et le réalisateur semble plus inspiré à nous montrer ses atouts physiques que son talent véritable, ne la dirigeant sûrement pas que ce que cela aurait dû être en premier lieu sur un film avec un budget aussi conséquent, mais au scénario anémique. Et j'ai appris que les plus belles histoires ne finissent pas souvent bien, car un fusil vaut 100 arcs. Tanya Roberts nous quittera en 2021 suite à une hospitalisation après un malaise. Elle meurt d'une septicémie le 4 janvier. Bon,
Bon, à ses côtés, on n'a pas grand monde. On peut se rappeler quand même de la comtesse Zanda, la sale vicieuse, jouée par France Zobda, actrice et productrice française, née en Martinique en 1958. On la verra dans Black Micmac, Sauve-toi Lola, Les Caprices d'un fleuve et à la télévision SOS 18 ou Léa Parker. Un ennemi, celui qui prend sans demander. Souhaite-moi bonne chance. Et en chamane, c'est Elisabeth Rukidi Nyabongo, aristocrate, princesse royale du Taureau, juriste, mannequin et femme politique ougandaise. Elle sera brièvement ministre des Affaires étrangères de février à novembre 1974. Je ne vous infligerai pas les filmographies existantes des acteurs jouant, journalistes, amants et tout autre, malgré leur dialogue savoureux. Bon, je vante souvent la prise de risque du cinéma américain dans les années 80 et Dieu sait que j'ai traité des films qui montraient ce dit risque avec des films qui surent nous donnaient de vrais chefs-d'œuvre. Musicalement, les compositeurs se lâchaient sans avoir de pré-bande-son sur laquelle ils devaient se rattacher et pouvaient à loisir explorer chaque note et nous donner de grands moments musicaux. Et pourtant, à l'époque, la musique du China sera un des atouts du film, majeur même pour certains, composé par un inconnu du plus grand nombre, j'ai nommé Richard Hartley. Et pourtant que cela part mal avec un thème principal complètement à côté de la plaque, où l'on pense au chariot de feu de Vangelis, mais version western spaghetti avec une mélodie complètement à l'ouest. Accrochons-nous un petit peu et la vraie composition va apparaître avec le long prologue dans une musique de facture classique mais qui rappelle la grande aventure, efficace et en adéquation avec les images. Un thème d'un lyrisme assez étonnant qui fait son apparition et pourquoi n'ont-ils pas gardé celui-ci, ample et superbe, correspondant beaucoup mieux à cette China que l'on attend. De beaux morceaux intimes, encore une fois une musique mieux achalandée que le film, que l'on nous présente, généreux et mélodique, tragique et aventureux, et où parfois l'orchestre se déchaîne pour nos oreilles agréablement surprises. Exotique aussi bien sûr avec le African Ballet comme l'avait fait John Barry dans le King Kong de 1976, la partition ne démérite pas, souvent même épique en diable, la définition même de la musique de film d'aventure. Du moins c'est ce que l'on pourrait croire. C'est une musique orchestrale mélangée avec de l'électronique, au charme évident, bien qu'un peu rétro, très 80s pour le coup, dont le thème assez kitsch, comme je le disais, est à oublier. Il est légitime d'ailleurs de penser que la musique fut composée d'après tous les autres morceaux et que les producteurs lui ont gentiment demandé, voire forcé, à écrire ce thème, peut-être histoire de croire que l'Oscar de la meilleure musique aurait pu lui être décerné. Cela rendra certaines scènes absolument ridicules dans le film lorsque le thème revient, et clairement on peut y voir une belle faute de goût. Zappez donc tout ça, essayez le reste, plus symphonique et majestueux, mais dont l'album manque de scènes d'action, et comme le film d'ailleurs, rend cet album presque sans rythme, étonnant sur un film d'aventure de gros film hollywoodien. Et oui, il n'y a pas ou très peu de morceaux d'action. Ce n'est pas la musique de l'année, elle sortira chez Milan chez nous et Varese Sarabande dans le monde, et sera oubliée comme le film, son compositeur aussi. Je t'aime, mais ça me brise le cœur. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce China ? L'argent y est, il n'y a pas besoin de trucage démentiel pour un tournage à la Tarzan, alors qu'est-ce qui fait que l'on se retrouve devant un film sans âme, dans une jungle trop propre pour être vrai, et des personnages trop académiques et peu fouillés pour réellement rester en tant que fantasme d'aventure ? Non, cette China sait tout faire, elle parle aux animaux, se vernit les ongles tout en réussissant sa permanente, et parle un anglais bien sûr parfait. Vos cheveux ont un parfum extraordinaire. Avec quoi vous les lavez ? Du Zam-Zam frais. Pour les cheveux de femme, il n'y a que ça. Seul bémol pour elle, à quoi servent les hommes, on ne lui a pas expliqué, on s'en foutrait presque de toute manière, voire carrément. Accru sur un zerbe sur des kilomètres, le cuir devrait être bien tanné et donner des idées à notre GG national, surtout filmer 3 plombes au ralenti, avec musique qui va bien, rendre le tout bien mièvre. N'oublions pas les vols d'oiseaux, d'hiver à chaque chevauchée, ce que le crocodile Dundee de Peter Feynman ne fera qu'une fois. Alors qu'ici c'est légion, et bien sûr, la tenue de China quand elle la porte, vision d'extase pour enfants de 8 ans.
Certes inspiré d'une bande dessinée pour les enfants, mais on était quand même en droit d'attendre et d'espérer un film plus intelligent et une belle histoire d'aventure avec une héroïne qui aurait pu être haute en couleurs. Un scénario à la bêtise abyssale où il ne se passe vraiment quasiment rien, c'est une course-poursuite très très lente, et aux enjeux si intéressants que ça m'endort, sous un fond d'histoire d'amour mièvre et la défense de l'écologie pour peu que l'on veuille y croire. Bref, un dépliant d'agence de voyage pas cher, le prix d'une place de l'époque, proprement réalisé pour faire une sieste entre deux effeuillements de l'actrice, où paysage et coucher de soleil fourmillent, avec la sauvagerie proprette d'une Afrique sans grand danger, si ce n'est les méchants. Il vaut mieux en rire sous l'œil avisé du coquin de réalisateur qui semble par contre lui réussir ses gros plans sur China, que le reste du film, et un montage de Ray Lovejoy qui nous sauve de l'ennui total. Je ne fais que suivre les ordres. Pour Takuru! Un spectacle qui est lui loin d'être au total, moins con que le King Kong 2 qui va suivre, et pourtant moins intéressant. Je pensais pas qu'on pouvait faire pire, eh bien si, et ça empêchera de rendre ce personnage crédible au point de la laisser tomber dans l'oubli. Et le rendu final, quand on voit la lente agonie pour arriver à finaliser le projet dont on ne voit pas la trace, rend très triste. John Guillermin fait bouger sa caméra en permanence, il est dommage de voir qu'il ne sait jamais où il va avec, et oublie le côté sériel de son histoire, en voulant à tout prix filmer le tout dans des décors naturels, de très beaux certes, mais qui enlèvent le côté fantastique qu'on était en droit d'attendre, et que même Hugh Hudson avait réussi à poser dans son très beau Greystock. China n'est ici qu'une potiche, loin d'être la femme sauvage, voire barbare attendue. Le sexe est éliminé pour nous donner une histoire d'amour, genre téléfilm du samedi soir sur chaîne hertzienne, un soir de Noël. J'aurais préféré moins d'argent et plus d'artisanat, moins de beau et plus de risques. 1h51 de je ne raconte absolument rien, c'est pénible. C'est pour moi un gros 0,5 sur 6, c'est le minimum syndical. Pour les titis à Tania, parce que les années 80 c'était aussi ça. Faut-il vraiment gaspiller 7 heures en parole, nous dit China à la fin du film? Et mes 2 heures de perdu, ça compte? Voilà, bon, vous m'aviez demandé pendant un temps de faire China, il me semblait, en tout cas moi j'avais envie de le faire parce que, oui je l'avoue, j'ai été jeune et j'ai pas créé la production que j'ai bandée pour rien. Bon, donc il fallait que je parle de China à un moment ou à un autre, mais franchement, voilà, je vais pas y passer la journée, c'est de la merde, il faut dire ce qui est, c'est un film irregardable, il ne se passe rien. Vraiment, John Guillermin avec ses plans flous, c'est une honte. N'hésitez pas bien sûr à en parler, hein, c'est vous qui voyez, c'est votre temps, mais bon, on n'est pas obligé non plus d'en faire un cas de philosophie. N'hésitez pas à vous abonner à Patreon, vous verrez les fesses et les titis de la dame en clair et en nickel. Et puis je vous dis à bientôt pour du lourd, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. À bientôt pour du lourd, bye bye.